1946. The Nuremberg trials drag on through the winter. Vittorio De Sica is shooting shoeshine in the streets of Rome. In Paris, Jean Cocteau puts the finishing touches on his second film, Beauty and the Beast. To some, it's just a fairy tale on film. To others, a psychoanalysis smuggled out of the nursery. To Cocteau himself, a poem. To set this giant dream machine in motion, he writes, to wrestle with the angel of light, the angel of machines, the angel of space and time. It's the job I'm cut out for. Orson Welles says, it has no boundary. It is a ribbon of dream. Jean-Luc Godard calls it truth, 24 times a second. I'm Benjamin Dunlap. That trick comes from Beauty and the Beast, but the paradox is as old as film itself, truth and dream. Now, what if you could find a way to film your dreams? Would they still be true at 80 frames a second? And what do you think they'd look like on the screen? Like the realist Lumière, who posed his everyday subjects like impressionist paintings? Or like the magician Méliès, whose editing was quicker than the eye, and whose fantasies would become the newsreels of tomorrow? What I'm asking, of course, is whether truth and dream are really very different on the screen. Now, for Jean Cocteau, the problem wasn't confined to the screen. I live intensely only in my dreams, he claimed. My dreams are detailed, terribly realistic, like his films, you see. For what he meant was a sort of surrealist cliche. Dreams put us into touch with a deeper reality than waking. And films can bridge the gap, can show what Cocteau liked to call the frontier incidents between one world and another. In Beauty and the Beast, the two worlds Cocteau talks about are easily defined. The world of Beauty's family and the world of the Beast. One, a place of natural light, of wakefulness, reality, of farcical behavior, straight lines and corners. The world of Lumière, adapted from the paintings of Jan Vermeer. The other is the realm of the Beast, a place of perpetual twilight and shadow, of dream, imagination, of stately and romantic gesture, curves and rococo profusion, the world of Méliès, based on Gustave Doré's murky engravings for the fairy tales of Perrault. Here, for example, is Doré's dark and tangled forest. And here is Cocteau's merchant lost in a storm. Doré's castle of the ogre. And Cocteau's merchant discovering the castle of the beast. The interior of Sleeping Beauty's palace, suspended in time but seething with a dreamlike excess. And the great hall of the beast. The brooding avenue of trees that leads to Sleeping Beauty. And the merchant fleeing from the beast. Here's Doré's Sleeping Beauty in her vine-encrusted bedroom. And here is Beauty's boudoir in the film. Doré's Bluebeard entrusting the key to his castle's forbidden room. And Cocteau's Beast giving Beauty the key to his forbidden treasure house. Now, some have seen a resemblance between the Beast and the film's designer, Christian Berard. But look at the Beast and look at Doré's Puss in Boots. So what's the point of all this comparison? Well, in Doré's illustrations, the real world's as fantastic as the imaginary kingdoms, but not in the film. In the film, only Beauty can maneuver her way from one world to the other.
For only in beauty are inner self and outer show the same, which is, of course, the moral of the fairy tale by Madame le Prince de Beaumont. Let's go over that again. The youngest child of a doting but ineffectual father, Beauty has two vain and selfish sisters whose extravagance ruins the family. When their father regains a portion of his fortune, her sisters renew their lavish demands. Beauty asks her father only for a rose. As things turn out, his creditors seize the merchant's profits, and he starts home penniless. Lost in a storm, he stumbles across an empty castle, apparently enchanted. He eats and sleeps, and in the morning plucks a rose for Beauty, whereupon the beast appears and agrees to spare him only if one of his daughters will die in his place. The merchant despairs, but Beauty insists on submitting to the beast. Her father leaves her at the palace of the beast, but the beast doesn't kill her. Instead, he asks her to marry him. She refuses, but she learns to admire his courtesy and candor. Eventually, he permits her to visit her ailing father if she promises to return. But her sisters maliciously trick her into breaking her promise, and when she repents and rushes to the beast, she finds him dying. She now declares her love, and a miracle occurs. The beast is transformed into a handsome prince, whom Beauty agrees to marry, and to make her happiness complete, her sisters are turned into statues at the gates of Beauty's palace. Well, Cocteau insisted the story was based on fact, that Madame le Prince de Beaumont had heard rumors of freaks shut up in Scottish castles. But how true can a fairy tale be, with characters like cardboard cutouts and plots as simple as a nursery rhyme? Or, to ask the question another way, how is Beauty and the Beast different from De Sica's Shoeshine? After all, just as De Sica was basically a romantic with a neo-realist style, so Cocteau was essentially a 19th century poet in avant-garde clothing, who liked to call his style a realism of the unreal. And both purport to show us what is real. If Beauty discovers the man within the beast, De Sica's children reveal the beast within themselves. The difference is, I guess, De Sica wants to demonstrate the truth. So he follows the example of Lumière, like a magician who rolls up his sleeves to win our confidence. Whereas Cocteau, who wants to conjure a dream, mimics the hocus pocus of Méliès. And both are dealing in illusion, the angel of space and time. And in Cocteau's film, there's more than a little Lumière mixed in with the Méliès. Fairy tales are always matter-of-fact in their enchantment, terse and to the point. And so in a way is Beauty and the Beast. The camera work is simple and deliberate. The dialogue is spare. The acting often more like dance than drama. Josette Day, who plays the part of Beauty, was a dancer. And Cocteau, who wrote ballets as well as films and plays, exploited this ability, evoking a dreamy, expressionless performance that complements the stately enigma of the beast. Zhan Mare, who plays the beast, also plays Avenant, one of Cocteau's additions to the story, a real-life suitor whose amorous aggression contradicts the courtliness of the beast. Béraud's mask for the beast was applied each day in pieces, 3 hours for the face, 2 hours for the hands. Based, I think, in part on Jack Pierce's makeup for two earlier films, The Werewolf of London in 1935, and Lon Chaney Jr.'s The Wolfman of 1941. And just as Béraud had his models for the beast, Cocteau found models for his camera, primarily among the horror films with plots parallel to his own. For example, The Phantom of the Opera. Or The Cat and the Canary, made in Hollywood by the German director Paul Laney. Or The Fall of the House of Usher by the French director Jean Epstein.
And here's the shot that persuaded its producer to finance Beauty and the Beast. The shot we parodied at the beginning of the show. Beauty's entrance into the castle of the Beast. Shot in slow motion, with Beauty standing on a plank with rollers, pulled along by stagehands towards the camera. Now, the point I'm making is not that Cocteau was a plagiarist. He faced the same dilemma as De Sica, post-war shortages that made his magic all the more remarkable, wherever he got it. He had to cope with power failures and lab mistakes, boils and toothaches and jaundice and impetigo. Mare had a painful carbuncle on his thigh, which is why his gait is so peculiar. Mila Parilli fell from a circus horse they used in the film, which is why she has to be lifted to the ground. The bed sheets for that scene were almost impossible to find, and the carcass of a deer took days of frantic searching. On the other hand, some accidents were fruitful. The geese that wander out from under the sisters' skirts, the swans that peck at the hand of the dying beast, the lion's head carved on a chair that Cocteau combined with a fearful roar to convey the merchant's apprehension. And some effects were improvised, like Mare lapping water from the lake, which was actually a sewage ditch behind the studio. But most of Cocteau's tricks were carefully planned, like the candelabra of human arms, men sticking their arms through holes in a flat, run in reverse as the candles are extinguished by a fan. Now, Cocteau may have borrowed it, too, from a story by Gautier, or a silent film of Loie Fuller, or a comic strip of Mandrake the Magician, but who's complaining? He said the idea for the living statues came from the fairy tale itself. Actors sprayed with bavox kneeling against a set, in one case next to a roaring fire that caused them to faint repeatedly. The arm that pours the merchant's wine is, of course, another actor reaching through a hole in the table. Wires pull the gates that seem to open by themselves. The beast is catapulted by a springboard when he leaps from the castle wall. Bérard costumed his statue of Diana from Renaissance examples, but it was skimpy attire for a Paris winter. There's no string to the bow, but an archer beside the actress shot into a block of wood beneath the tunic of Mare. Had he missed, Mare could easily have been killed. The lighting in the palace was expressionistic. The sets were actually quite small, but pools of light surrounded by darkness suggest a vast expanse, like the Xanadu of Citizen Kane. Simple spots give a preternatural glow to the rose the merchant plucks, and to the lock of the temple of Diana, another of Cocteau's innovations in the story, the treasury of the beast that Avenant and Beauty's brother try to rob. Now, all these are theatrical devices that would work almost as well on the stage. But there were others, only possible on film. Most of them, as Cocteau himself conceded, as old as Méliès. Slow motion, for example. Or a simple match cut, a door being closed in two successive shots that were photographed 2 months apart. One in a garden in Touraine, the other in a Paris studio. Or cross-cutting different shots as the beast carries Beauty into her room, transforming her simple dress into a sumptuous gown. Or shots that depend on the position of the camera. The beast promenading with Beauty as a deer breaks out of the bush, his ears twitched forward with a forked stick by an assistant crouched behind him. A necklace that turns to burned rope and back into a necklace as it falls. Watch it carefully in slow motion. One drops out of the picture as the other falls in. A sister looks into a mirror and sees a monkey reflected in it, but the mirror has no back, and the monkey is sitting on a little shelf constructed just behind it. Or superimposition, like a magician's trick with mirrors, Avenant transformed into the beast. Or basic process shots, a mat, one shot inside another, like a television screen inside the mirror. Or sound effects, the swishing of arrows, a peeled stick whipped in the air beside a microphone.
the voice of the beast played back through a filter that gives it a gravelly distortion. Or simple camera tricks, like reverse motion, the film run backwards as a necklace leaps from nowhere into the beast waiting hand. The transformed prince who rises strangely to his feet. The prince and beauty rising in the air. Their jump from a 12-foot platform played in slow-motion reverse and superimposed over clouds produced by smoke bombs on the ground. And finally, stop motion, basic animation, starting and stopping a stationary camera while objects or people are moved between takes. A fur blanket seems to move of its own accord. Beauty emerges from the wall like a blossoming rose. And Cocteau's camera adds to the suspense, holding longer than we expect on the empty stairs, as if someone were watching. The merchant's shadow continuing to grow even after he stopped before the castle door. The camera tracking ominously forward through the gloom, as if stalking its prey. And Cocteau's composition adds its own sardonic touch. Both Beauty and the Beast imprisoned in their twilit world, each in his separate way. What if beauty is to the beast as the poet is to his muse, the conscious to the unconscious mind, or as Cocteau was to Jean Mare? For Cocteau was a homosexual, and Jean Mare was his lover. And to see himself as beauty with her strange passivity was simply to acknowledge Cocteau's own definition of passion, a capacity for enchantment. And what else is the treasure of the beast but childhood, that inexhaustible source of Cocteau's poetry? Its wintry vacuum reminiscent of the paperweight snowstorm in Citizen Kane, or the snowball fight that was to Cocteau the crucial event of his past, the past from which the poet steals, for which the price is death. It's no exaggeration to say Cocteau was obsessed with death. He called it a necessary initiation into immortality, and it figures in virtually all his work. The poet, in Blood of a Poet, shoots himself in order to live forever. Orpheus falls in love with his own death, and she with him, an elegant woman who comes to watch him sleep, very much as the beast watches beauty. And Cocteau's next project, after Beauty and the Beast, was a ballet scenario, Le Jeune Homme et la Mort, in which a young man's lover reveals she is actually his death. What if Beauty and the Beast is a variation of the myth of Persephone, the girl who picked a flower and was whisked away to the shadowy kingdom of Pluto, whose mother languished in despair until her daughter visited the earth, but who returned in the end as the queen of the underworld? What if Beauty's ambivalence towards the beast is not towards sex after all, but death? That would explain the timeless limbo of the palace of the beast and the far-off place in the clouds to which he takes her in the end, where her father and sisters will join them, like figures on a ceiling by Tiepolo. Well, Death and the Maiden was a favorite romantic theme, which found its way into movies Cocteau must have known, like Fritz Lang's Destiny, with its courtly and reluctant death from another fairy tale by the Brothers Grimm. Now, it's true the prince is something of a disappointment, even to Beauty. When Greta Garbo saw the film, she's supposed to have groaned, "Give me back my beast." Some think it's ironic, this marzipan prince with his happy ever after smirk. For there's one more twist to the story. While Cocteau worked on the film, he saw a photograph of himself, a sad old man gazing off into the distance, he called it. He was shocked to find himself so old, which suggests not only Beauty's sister, but Avenant's transformation into the beast. In fact, his skin disease did disfigure Cocteau as he worked on Beauty and the Beast. And maybe there's a point at which this too is symbolic, when the poet must become the beast, and the screen his magic mirror,
Mauvais. Ton pied. Quoi, mon pied? Tu triches, il est pas sur la ligne. Qu'est-ce que tu as? Ils ont tiré une flèche dans la chambre. Oh! Espèce de voyou, vous pouviez me crever un œil. Belle n'a rien? Belle, toujours belle. Peu importe, belle. Vous avez failli tuer Cabriole. Et voilà. Belle, tu nettoies un parquet. Nous allons être en retard chez la duchesse. Assassin! Mes sœurs sont des garces. Boire, courir les filles, tricher au jeu. Pour le reste, ils s'en moquent. Quand on n'a plus d'argent, on reste à la maison, à laver le linge et à faire briller les casseroles. Non mais regardez-moi ces garces qui se prennent pour des princesses et qui ne se rendent même pas compte que tout le monde leur rit au nez. Réponds-lui. Il serait trop content. Oh, on est belles. Oh, comme elles sont belles. Dépêchons-nous, nous allons manquer le concert. Oh, les ravissantes, les divines. Oh, les niaises. Petit laquais! Petit laquais! Petit laquais! Oh! C'est incroyable! Est-ce pour dormir qu'on vous fait? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Ces chaises sont des immondices. Petit laquais! Petit laquais! Vite, vite, dépêchez-vous! Allez, on part. Pas sous les chaînes! Vous traînez, vous dormez debout, vous avez bu! Voyez cet ivrogne qui ne sait même pas son monde. Ce va-nu-pied, ce bon à rien. Ah, mais ils ont bu, ils ont bu. Allons, 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 petit laquais, oh là! Le diable vous éclabousse et vous couvre de crottes. Vous n'êtes pas faite pour être une servante. Même le parquet veut devenir votre miroir. Vous ne pouvez plus travailler du matin au soir à servir vos sœurs. Si les bateaux de notre père n'avaient pas été perdus dans la tempête, peut-être bien que je pourrais m'amuser comme elle. Mais nous sommes ruinés, Avenant, il faut que je travaille. Je me demande pourquoi ce ne sont pas vos sœurs qui travaillent. Mes sœurs sont trop belles. Et elles ont les mains trop blanches. Belle. Vous êtes la plus belle. Regardez vos mains. Laissez mes mains, Avenant. Et retirez-vous que je finisse mon ouvrage. Je vous aime. Épousez-moi. Non, Avenant. Ne m'en parlez plus. C'est inutile. Je vous déplais. Non, Avenant. Alors,
Je veux rester fille et vivre avec mon père. Belle, je vous arracherai de force à cette vie stupide. Laissez-moi. Barre les pattes. Tu veux que je te casse la gueule? Laisse Ludovic. Ah non, me demandait en mariage. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Ta sœur ne veut pas de moi. Bravo, Belle. Je suis un schnappant, je m'en vante. Mais je ne supporterai pas de t'en voir épouser un autre. Qu'ils se le tiennent pour dit. Allez, crapule, vide les lieux. Oh non, vous êtes fou. Ludovic. Entrez, messieurs, entrez. Je veux que vous soyez des nôtres lorsque j'annoncerai la grande nouvelle. Messieurs, Mon père. Qu'il ne sache rien. mes filles sont dans le grand monde où on les cajole. Je ne les attendrai pas, car la langue me démange. Viens près de moi, Belle. Approche, Ludovic. Et toi aussi, Avenant, tu n'es pas de trop. Ces messieurs vous pardonnent vos incartades. Et même monsieur le procureur pousse la bonne grâce jusqu'à interrompre les poursuites qu'il allait intenter contre moi. Nous allons devenir riches. Un de mes vaisseaux de marchandises est arrivé au port. Avenant le savait. Ludovic, il le savait. Il en a profité pour demander la main de Belle. Ce n'est pas la première fois qu'il me la demande depuis notre ruine. Tu veux donc quitter? Non, mon père. Je ne vous quitterai jamais. On nous a dit que la duchesse ne recevait pas. Dans une cour pleine de rires et de musique. Je vous félicite, mon père. Nous venons de récolter le fruit de vos sottises. Vous pouvez être fiers. Ni inviter du monde à boire pendant qu'on insulte vos filles et qu'on leur claque la porte au nez. Mes petits! Cette duchesse m'a l'air d'une femme très bien. Je crève de honte. Viens, Adélaïde. Laissons-les boire à notre malheur. Mon père. Ce sont de vrais diables. Laissons-les bouder. J'ai de quoi les consoler. Demain matin, je partirai arranger nos affaires au port. Elles épouseront un duc et un prince. Messieurs, Rapportez-nous des robes de brocart, des bijoux, des éventails et des plumes d'autruche. Il faut que toute la ville en crève de jalousie. Un singe. Je voudrais un singe. Un perroquet. et toi, Belle, qu'est-ce que je te rapporte? Mon père, rapportez-moi une rose, car il n'en vient pas ici. Si je ne paie pas ma dette ce soir, on m'arrête et on me met en prison. Un usurier comprend vite. Je lui ai tout expliqué. Crâne un peu, le voilà. C'est une très très grosse somme. Vous n'ignorez pas qu'un des vaisseaux perdus est rentré au port. Je vous rembourse dès le retour de mon père. Vous connaissez la loi. Si vous êtes insolvable, je réclame la somme à votre père. Si votre père est insolvable, je prends ses meubles. Signe. Qu'est-ce que tu risques? Alors, monsieur, que voulez-vous que j'y fasse? Mais s'il ne me reste rien de ce dernier vaisseau, que vais-je devenir? Et vos créanciers du port ont été plus rapides que ceux de la ville? Faites un procès. Un procès? Il ne me reste même pas de quoi coucher dans une auberge du port. Eh bien, rentrez chez vous. Mais il me faut traverser la forêt, en pleine nuit, je vais me perdre. Mais vous l'avez déjà traversé la nuit pour venir. Mais avec l'air de lune. Et maintenant, il va y avoir du brouillard. Je vous répète que je vais me perdre. Eh bien, perdez-vous. Ah, non, vous êtes curieux, vous. Je voudrais bien vous voir à ma place. C'est effrayant. Bonsoir.
Y a personne? Y a quelqu'un? Y a personne?
Et là! Alors, cher monsieur, vous volez mes roses. Vous volez mes roses, qui sont ce que j'aime le mieux au monde. Vous jouez de malchance, car vous pouviez tout prendre chez moi, sauf mes roses. Il se trouve que ce simple vol mérite la mort. Monseigneur, je ne savais pas. Je ne croyais offenser personne en cueillant ces roses pour ma fille qui m'en avait demandé une. On ne dit pas, monseigneur. On dit la bête. Je n'aime pas les compliments. Ne cherchez pas à comprendre. Vous avez un quart d'heure pour vous préparer à mourir. Monseigneur! Encore! La bête vous ordonne de vous taire. Vous avez volé mes roses et vous mourrez. À moins qu'une de vos filles... Combien en avez-vous? 3. À moins qu'une de vos filles consente à payer pour vous et à prendre votre place. Mais... Ne raisonnez pas! Filez! Profitez de la chance que je vous donne. Et si vos filles refusent de mourir à votre place, jurez de revenir dans 3 jours. Jurez! Je le jure. Encore faudra-t-il que je puisse retrouver ma route. Je me suis perdu en forêt. Vous trouverez dans mes écuries un cheval blanc. Son nom est le Magnifique. Il n'y a qu'à lui dire à l'oreille, va où je vais le Magnifique. Va, va, va. Il vous mènera chez vous et vous reconduira au château si vos filles sont trop lâches pour l'enfourcher à votre place. Filez! Je ne sais pas si le voyage a été court ou interminable. Le Magnifique est dans notre écurie. Voilà mon histoire. Belle, prends cette rose. Elle me coûte bien cher. Voilà ce qui arrive quand une sotte demande qu'on lui apporte des roses. Voilà ce que produit l'orgueil de cette petite créature. Et qui veut faire la modeste et nous donner des leçons. Elle ne pleure même pas. Vous ne mourrez pas, mon père. C'est ma faute. Il est juste que j'aille à votre place. Êtes-vous folle? Nous irons avec Ludovic et nous tuerons cette épouvantable bête. La puissance de cette bête est si grande qu'il ne nous reste aucun espoir de la vaincre. Tiens-toi tranquille, Belle. Je suis vieux, j'ai promis, j'irai. Vous n'irez pas, mon père. Vous pouvez encore gagner votre procès. Comment allons-nous vivre? Vous vendrez mes meubles. Pourquoi n'irais-tu pas, Félicie? Tu es trop coriace pour qu'on te mange. C'est grand dommage que cette bête ne réclame pas les garçons. Elle te dévorerait et elle mourrait empoisonnée. Mes enfants, du calme. Mon père, j'aime mieux être dévoré par ce monstre que de mourir du chagrin que me donnerait votre perte. Vous n'irez pas chez ce monstre. De quoi vous mêlez-vous?
Je me mêle de ce qui me plaît. Seriez-vous amoureux de cette idiote, ça ferait une belle paire. Avenant, gifle là. Du calme, du calme. Répétez. Répétez ce que vous venez de dire. Une idiote et un idiot. Oh, il m'a frappé. Voyou, canaille. Tu te permets de gifler ma sœur? Toi, si tu veux une gifle, j'en ai plein les mains. Tricheur, voleur. Mes enfants. Ludovic, il se trouve mal. Transportons-les dans sa chambre. Il m'a frappé, Adélaïde. Et nous n'avons plus le sou. Ne nous laissons pas aller, Adélaïde. La bête les dévorera tous et nous épouserons des princes. Va où je vais, le magnifique. Va, va, va. Je suis la porte de votre chambre.
Je suis votre miroir, la belle. Réfléchissez pour moi, je réfléchirai pour vous. Où allez-vous? Ne craignez rien, vous ne me verrez jamais. Sauf chaque soir à 7 heures, où vous dînerez et où je viendrai dans la grande salle. Il ne faut pas me regarder dans les yeux.
N'ayez pas peur. Je n'aurai pas peur. Belle, acceptez-vous que je vous vois souper? Vous êtes le maître. Non. Il n'y a ici de maître que vous. Je vous répugne. Vous me trouvez bien laid. Je ne sais pas mentir, la bête. Tout est-il ici à votre convenance? Je ne me trouve pas très à l'aise dans ces beaux atours et je n'ai pas l'habitude qu'on me serve. Mais je devine que vous faites l'impossible pour essayer de me faire oublier votre laideur. Mon cœur est bon. Mais je suis un monstre. Il y a bien des hommes qui sont plus monstrueux que vous et qui le cachent. Outre que je suis laid, je n'ai point d'esprit. Vous avez l'esprit de vous en rendre compte. Tout ce qui se trouve dans ce château vous appartient. Exprimez vos moindres caprices. J'apparaîtrai chaque soir à 7 heures. Avant de disparaître, je devrais vous poser une question. Toujours la même. Quelle est cette question? Belle, voulez-vous être ma femme? Non, la bête. Adieu donc, belle. À demain.
faites-vous dans ma chambre? Je suis venu dans votre chambre vous apporter un cadeau. Sortez! Sortez! Croyez en train de souper, la belle. Je n'ai plus faim, la bête, et je préfère me promener avec vous. Belle, c'est un grand privilège que vous me faites. Un grand privilège. On dirait que vous avez la voix plus douce. Belle, vous ne vous ennuyez pas trop toute la journée. Je trouve les journées longues. Et ce soir, j'avoue que j'attendais presque cette heure. Quand je vous vois si bonne, j'ose à peine vous poser la question qui m'angoisse et qui me fait du mal. Posez-la, j'y répondrai toujours de la même manière. Soyons amis, la bête. Ne me demandez rien de plus. Et vous, la bête, que faites-vous toute la journée? M'entendez-vous, la bête? Je vous parle. Excusez-moi. Hé, la bête, où êtes-vous? Excusez-moi. Excusez-moi. Ce n'est rien.
Qu'avez-vous, la bête? J'ai soif, la belle. Buvez dans mes mains. Cela ne vous répugne pas de me donner à boire. Non, la bête. Cela me plaît. Je ne voudrais jamais vous causer la moindre peine. Et cependant, votre rêve est d'être loin de moi. Comme vous êtes en retard. Je vous remercie, Belle, de l'avoir remarqué. Je l'avoue, je vous attendais avec une grande impatience, la bête. Il faut que je vous parle. Belle! Je ne peux vivre sans aller voir mon père. Je vous supplie de me le permettre. Debout, Belle! Debout! C'est à moi de m'agenouiller et de prendre vos ordres. Laissez-moi aller revenir. Au retour, Belle, serez-vous ma femme? Vous me tuez. Je sais que je suis très horrible. Mais je mourrai de douleur si je vous renvoie. Et si vous en profitez pour ne jamais revenir. Je reviendrai au bout d'une semaine. Je vous estime trop pour vouloir causer votre mort. Vous me flattez comme on flatte un animal. Mais vous êtes un animal. Ce que vous me demandez est bien grave. Il faut que je réfléchisse. Belle, voulez-vous m'accompagner au jardin? Belle, vous a-t-on déjà demandé en mariage? Oui, la bête. Ah. Et qui vous a demandé en mariage? Un homme jeune? Oui, la bête. Il était beau. Oui, la bête. Pourquoi n'avez-vous pas épousé? Je ne voulais pas quitter mon père. Et quel était le nom de ce beau jeune homme, la Belle? Avenant. Qu'avez-vous? La bête! La bête! Qu'est-ce qu'il y a, la bête?
faites-vous devant ma porte à une heure pareille? Dieu! Vous avez du sang partout. Pardon. De quoi me demandez-vous pardon? D'être une bête. Pardon. Ces paroles vous conviennent aussi mal que possible. N'avez-vous pas honte? Nettoyez-vous. Et allez dormir. Fermez votre porte. Fermez votre porte. Vite, vite. Fermez votre porte. Votre regard me brûle. Je ne supporte pas votre regard. Ils emportent tout. Tu verras qu'ils ne nous laisseront même pas cette table. Jouons. Allez chez votre père, il n'y comprend rien, ce qui est normal. Et ce n'est pas à moi de lui dire la vérité. Vas-y. Ludovic, avoue. À vrai dire, j'avoue. Ludovic, tu as fait cela. Monsieur, cet homme est très malade. Vous allez lui laisser son lit. Ah oui, Lily, on les laisse. Je te parie qu'elles se débrouilleront pour qu'on ne vide pas leur chambre. J'ai une garantie pour vos sœurs. Allez, on est. Vous êtes malade. Oui, la bête. Je suis malade. Qu'avez-vous? Mon père est à la mort. Je ne supporte pas de vous voir malade. Envoyez-moi chez mon père. Si j'accepte, pouvez-vous me jurer de revenir dans une semaine, jour pour jour? Je vous le jure. Venez, la belle. Regardez, la belle. Vous voyez ce pavillon? On l'appelle le pavillon de Diane. C'est le seul endroit du domaine où nul ne peut entrer, ni vous, ni moi. Tout ce que je le possède par magie. Mais dans ce pavillon se trouvent mes richesses véritables. On y pénètre avec une clé d'or. La voilà. Belle, je vous donne la plus grande preuve de confiance qui se puisse donner.
risquerai plus rien. Et mes richesses seront à vous. Prenez cette clé, la belle. Je connais votre âme. Cette clé, remise entre vos mains, sera le gage de votre retour. Vous consentez donc à m'envoyer chez mon père? Vous y serez ce matin même. Ma nuit n'est pas la vôtre. Il fait nuit chez moi. C'est le matin chez vous. Belle, une rose qui a joué son rôle. Mon miroir, ma clé d'or, mon cheval et mon gant sont les 5 secrets de ma puissance. Je vous les livre. Il vous suffira de mettre ce gant à votre main droite. Il vous transportera où vous désirez l'être. Souvenez-vous de votre promesse. Adieu, la belle. Je rêve. Non, mon père, vous ne rêvez pas. C'est Belle qui vous parle. Je te croyais morte et j'en mourrais. Tu as donc pu prendre la fuite. Non, mon père. La bête m'a laissé libre de venir vous voir. Ce monstre a donc une âme. Il souffre, mon père. Une moitié de lui est en lutte contre l'autre. Il doit être plus cruel pour lui-même que pour les humains. Belle, je l'ai vu, sa tête est atroce. D'abord, il fait bien peur, mon père. Maintenant, il me donne quelquefois l'envie d'éclater de rire. Mais alors, je vois ses yeux. Ils sont si tristes que je détourne les miens pour ne pas pleurer. Belle, ma petite Belle, tu ne me dis pas que tu acceptes de vivre avec ce monstre. Il le faut, mon père. Certaines forces lui obéissent. Certaines forces lui commandent. Si je m'échappais, je commettrais un crime envers lui et envers vous. Est-ce qu'il te menace? Il ne m'apparaît qu'aux heures où sa cruauté n'est pas à craindre. Parfois, il a une démarche royale. Parfois, il boite presque et semble victime de quelque infirmité. Je trouve le moyen de le plaindre. Je supporte sa présence parce que je serais heureuse si j'arrivais à lui faire oublier sa laideur. Belle, Belle, il t'en coûtera d'être bonne. Mon père, ce monstre est bon. Dieu du ciel, un diamant. Un autre. C'est la preuve que les fées le protègent, car j'ai pleuré en pensant à lui. Ces diamants sont peut-être du diable. Rassurez-vous, mon père, et gardez-les. Il vous les donne. Ils vous feront vivre. Si vous racontez ce prodige à mes sœurs, elles vous prendront ces diamants. Et il ne vous en restera rien.
mieux coucher dans le linge que de l'étendre. J'ai les mains dans un état. Regarde. C'est atroce. Regarde les miennes. Une cuisinière. C'est à quoi je suis réduite. Mes belles princesses, quand on n'a plus le sou, on travaille. Quel crétin! Ils peuvent parler, fripouille. Sans le coup des meubles, nous aurions encore une servante. C'est ma faute. Et je vous prie de constater que je paie de ma personne. Quand vous n'êtes pas en train de boire et de jouer au dé. Vous êtes charmante. Comment allait votre père ce matin? Si tu crois qu'elle s'en occupe, c'est moi qui le soigne. Il est encore très faible. Il ne peut se tenir debout. Félicie! Adélaïde! Ludovic! Ça, par exemple. Une dame de la cour. Et mon père debout. Et nous voilà sans robe et sans parure. Mais c'est la belle! La belle? C'est impossible. Si. Oh, vous! Laissez-moi tranquille. De plus en plus charmant. Belle est entrée dans ma chambre, elle m'a guéri. D'où sors-tu? Quel collier magnifique. Prends-le, Félicie. Sur toi, elle sera bien plus magnifique. Dieu! Lâche ça tout de suite. Quelle horreur. Ce que la bête t'a offert est à toi. Tu ne peux le donner à personne. Bien, Adélaïde, allons nous vêtir. De quoi aurions-nous l'air? Au revoir, amusante petite. Qui a fait ma lessive? C'est nous. Les draps sont mal tendus et traînent par terre. Alors, cette bête n'était pas une bête féroce? Non, Ludovic. C'est une bonne bête. Vous n'allez pas retourner chez elle? Si, avenant, j'ai promis. La bête m'a laissé libre pour une semaine. Et si je ne rentrais pas, elle en mourrait de douleur. Vous l'aimez? Non, avenant. Je l'aime bien. Ce n'est pas pareil. Le tribunal d'église s'intéresserait beaucoup au phénomène de sorcellerie dont nous venons d'être témoins. À tout à l'heure. Allons dans la remise. Nous sommes entre gens sérieux, elles ne peuvent pas nous entendre. Raconte. Il m'a confié la clé de son trésor. Sa confiance en moi est complète. C'est moi qui serais le monstre si je ne revenais pas. Quels sont les domestiques qui te servent? En as-tu beaucoup? Ce sont des mains invisibles qui me servent, qui m'habillent, qui me coiffent, qui ouvrent et ferment les portes. Je ne vois jamais personne. Et cette bête parle le langage des hommes. Oui, avenant. Elle parle comme vous et moi. Est-ce qu'elle marche à quatre pattes? Qu'est-ce qu'elle boit? Qu'est-ce qu'elle mange? Il m'arrive de lui donner à boire. Et elle ne me mangera pas. Tu te rends compte? C'est incroyable. Cette petite sotte est plus heureuse que nous. Elle est riche. Il y a bien d'autres maris qui portent du poil et des cornes. Elle crève d'orgueil. Tranquillise-toi. J'ai ma tête sur les épaules. Soyons très aimables et laissons les garçons lui tirer les vers du nez. Montre ta fortune. Voilà. C'est effrayant. Il faut agir. J'ai décidé quelque chose. Plus rien à faire. Ludovic, l'idée de voir Belle retourner demain chez cette bête est intolérable. Nous devons tuer la bête. Et prendre ses richesses. Mais tu sais ce que c'est qu'une puissance magique? Je ne crois pas aux puissances magiques. Le monstre endort la Belle et lui fait voir ce qu'il veut. J'ai peur. S'il s'agit de délivrer la Belle, moi je n'ai peur d'aucune puissance au monde. Et puis nous n'avons plus le choix. Ne sois pas ridicule et flatte tes sœurs si elles y trouvent leur intérêt. Elles empêcheront Belle de partir.
Fais-leur miroiter les richesses. Et par quel miracle te rendras-tu chez la bête? J'interrogerai la belle. Et je lui arracherai son secret. Nous nous frotterons les yeux avec des oignons et nous pleurerons. Elle sentira cette ignoble odeur. Toutes les idées de Ludovic sont grotesques. La Souillon est bien trop stupide pour s'en apercevoir. L'idée de Ludovic n'est pas si sotte. Allez, laisse-moi faire. Charmant. Allez, vas-y, vas-y. Oh. Belle, tu ne peux pas nous quitter. Tu ne peux pas partir. Belle, reste avec nous. Nous avons été souvent bien injustes. Mais à la minute de te perdre, nous venons de comprendre comme nous t'aimons. Vous pleurez? Si cette bête t'aime, elle ne t'en voudra pas de prolonger ton séjour. Reste une semaine de plus. C'est impossible. Tu veux donc tuer de chagrin ton père et tes sœurs? Belle, reste, Belle, reste avec nous. Je ne peux pas. Oh, ne sois pas méchante, reste. Adélaïde, ma petite sœur. Adélaïde me disait, je découvre notre Belle, je mourrai si elle nous quitte. Ne me tentez pas. Belle, ne nous abandonne pas demain. Tu expliqueras à la bête que c'est la faute de tes sœurs. Je ne savais pas que vous m'aimiez tant. Belle, tu es un ange. Nous sommes contents. Nous sommes contentes. Elle pleure. Elle restera. Et nous partagerons les trésors. Allons nous laver. J'en peste. Alors, Alors quoi? elle reste? Elle reste? Tu as la clé? Regarde. Donne. Pour qui me vends-tu? Dieu sait l'usage que tu en ferais, le temps or. Pauvre idiote. Ne recommencez pas. Je donnerai cette clé à Avenant s'il se décide à partir. Ah, voilà bien les femmes. Vous êtes fantastiques. Partir comment? Partir pour où? Oh, mais qu'Avenant se débrouille. Belle, tu as l'air toute triste. Non, mon père. Elle regrette son luxe et notre médiocrité la dégoûte. Félicie! Félicie! La bête devait avoir des charmes que nous ne possédons pas. Ah! Mademoiselle estime sans doute qu'il n'est plus de son rang de servir à table. Belle! Belle! Qu'est-ce qu'on vous a encore fait? Ce sont vos sœurs. Elles n'ont pas été longues. Quelle misère! Belle, écoutez-moi. Ne pleurez plus. Il faut que je vous réveille de ce cauchemar. Il faut que je vous emporte. Je sais à quoi vous pensez. Je suis un schnappant. Auprès de vous, je travaillerai. Nous quitterons la ville et les tavernes. Répondez. Qu'avez-vous? Je vois, c'est la bête. Dites-moi le secret qui vous permet de la rejoindre. J'irai, je la tuerai. Vous ne répondez pas. Je m'en doutais. La bête exerce sur vous quelque charme, du moins. Votre cœur, que je connais, ne peut se résoudre à lui vouloir du mal. Eh bien, Belle, laissez-moi vous le dire, ce monstre ne souffre pas. S'il souffrait comme je souffre, il volerait à votre rencontre. Il vous obligerait à le suivre. Rassurez-vous, Belle. Il vous a oublié.
Rentrez vite. Ici, on ne risque pas d'être découvert. Naturellement, en retard au rendez-vous. Alors? Ma décision est prise, je ne reculerai plus. Tout cela est fort beau. Mais comment irons-nous chez la bête? Vous n'avez pas pu apprendre comment Belle voyage? Belle dit ce que la bête lui fait dire. Nous connaissons les moindres détails du domaine, mais elle reste muette là-dessus. Au diable si je ne le lui fais pas dire. Je la tourmenterai jusqu'à ce qu'elle parle. Si vous la tourmentez, ne comptez plus sur moi. Qu'est-ce que c'est? Je vais voir. Un châle blanc, tout seul. C'est le magnifique, j'en suis sûr. Il a revu à la barrière, il est entré dans la cour. C'est le ciel qui l'envoie. C'est l'enfer. J'ai peur. Oh, tais-toi, idiote. Avenant, ouvrez la porte sans faire de bruit et amenez le cheval. Que personne n'y aille. J'y vais, moi. La bête l'envoie chercher la belle. L'occasion est admirable. Avenant, c'est vous et Ludovic que le cheval emmènera. Mais tu en parles à ton aise. Et tu es un homme ou une femme? Moi, je voudrais t'y voir. Inutile de perdre une minute. Allez, hop, Ludovic, en croupe. Dieu nous garde. Vos arcs. Qu'est-ce qui me gêne? Un sac. Si c'était de l'or, je n'aurais qu'à le toucher pour qu'il se change en paille. Ouvrez-le. Un miroir. Ce qui veut dire, regardez la laide figure d'une fille qui manque à ses promesses. Vous voyez, la bête n'est pas si bête que cela. Tenez, voilà la clé. En route et bonne chance. J'ai oublié la formule. C'est quelque chose comme va, va, va. Si je devais ne compter que sur vous, nous serions propres. Va où je vais, le magnifique. Va, va, va. Va où je vais, le magnifique. Va, va, va. Mais qu'est-ce que tu as? Si nous les envoyons à la mort. Tu es folle. Le miroir. Je ne me sens pas à mon aise. Regarde-toi, tu es verte. Regarde! Oh! Qu'est-ce que tu vois? Rien. Portons-le à Belle. Chacune son tour. Oh! Mademoiselle s'habille en princesse dès qu'elle se croit seule dans sa chambre. Pour qui te prends-tu? Tiens, Belle, voilà un miroir qu'on a déposé mystérieusement à ton nom devant la porte. Il te montrera ce que doit devenir une belle pour plaire à une bête.
clé. La clé. Oui, la clé. Mon Dieu! Ma bête! 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 Pardon! Ma bête! Répondez-moi, ma bête! Regardez-moi! Oh, votre gant vous fera vivre. Aidez-moi. C'était moi le monstre, ma bête. Vous vivrez. Trop tard. Nous y sommes? Nous y sommes. Mais il faut d'abord tuer la bête. Nous la tuerons après. Tu as la clé. Arrête! Cette clé d'or peut déclencher quelques méchants mécanismes. Méfions-nous. Exact. Nous n'entrerons pas par la porte. Suis-moi. Crains. Alors, du courage. Naturellement, tu as peur. J'ai pas peur, je réfléchis. Notre sang. Alors, tu montes? Où sommes-nous? Sur des vitrages. Regarde. C'est fantastique. Et ça, qu'est-ce que c'est? Diane. Seriez-vous lâche? Je connais vos griffes puissantes. Accrochez-les dans la vie. Défendez-vous. Dressez-vous, rugissez. Effrayez la mort. Belle. Si j'étais un homme, sans doute, je ferais les choses que vous me dites. Mais les pauvres bêtes qui veulent prouver leur amour ne savent que se coucher par terre et mourir.
casser les carreaux. Regarde. Oh, oui. Du verre, c'est du verre. Tu me tiendras de toutes tes forces par les mains. Je me laisserai pendre à l'intérieur et je saute. C'est trop haut, je saute. Et pour sortir le trésor, on se débrouillera. Le principal est d'être dans la place. Cale-toi bien. Empoigne-moi fort. Attends, Ludovic. Ne me lâche pas encore. Tu me lâcheras quand je te le dirai. Où est la bête? La bête n'est plus. C'était moi, Belle. Mes parents ne croyaient pas aux fées. Elles les ont punis en ma personne. Je ne pouvais être sauvé que par un regard d'amour. De pareils prodiges sont-ils possibles? Nous en sommes la preuve. L'amour peut faire qu'un homme devienne bête. L'amour peut faire aussi qu'un homme laid devienne beau. Mais qu'avez-vous, Belle? On dirait que vous regrettez, Maïder. Ce n'est pas cela, monseigneur. Mais vous ressemblez à quelqu'un que j'ai connu. Qui donc? Un ami de mon frère. Vous l'aimiez? Oui. Le savait-il? Non. Mais vous aimiez la bête? Oui. Vous êtes une drôle de petite fille, Belle. Une drôle de petite fille. Pour vous servir. Il vous déplaît que je ressemble à cet ami de votre frère. Oui. Non. La première fois que je vous ai porté dans mes bras, j'étais la bête. Vous êtes heureuse. Il faudra que je m'habitue. Où me conduisez-vous? Dans mon royaume, où vous serez une grande reine. Vous y retrouverez votre père. Et vos sœurs porteront la traîne de votre robe. Est-ce très loin? Nous y volerons dans les airs. Vous n'aurez pas peur? J'aime avoir peur. Avec vous.